Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné, Série et compagnie, un épisode qui se conjugue au masculin, avec entre autres héros, le réalisateur Christopher Nolan et les guerriers de Game of Thrones. Ou encore, Guillaume Canet, héros de la super interview. Il est étonnant à l'écran dans La prochaine fois je viserai le cœur, où il incarne un tueur en série, ou comment briser définitivement son image de gendre idéal. Dans l'extra interview, c'est l'éditorialiste désinvolte et affranchi Franz-Olivier Gisbert, Fogg pour les intimes, qui nous racontera quel lien il entretient avec le petit et le grand écran. Enfin, dans le Screen Parfait, rencontre avec Stéphane Daldry, le réalisateur de Billy Elliot et de The Hours. Pour son nouveau film, il nous entraîne au cœur des favelas brésiliennes. Mais tout de suite, Isabelle Claire n'a gardé que le meilleur de l'actu du cinéma et des séries. Ah, si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. Le classique de la semaine doit forcément vous dire quelque chose. Robert De Niro en gangster dans le New York des années 30, oui, c'est bien Il était une fois en Amérique, l'ultime chef-d'œuvre de Sergio Leone et dernier volet de sa trilogie, dans une version inédite de 251 minutes que vous avez pu voir le mois dernier sur OCS. You're really crazy. Un testament cinématographique indispensable, remasterisé par Scorsese lui-même, la musique intemporelle d'Ennio Morricone et un livret de 32 pages avec des photos exclusives et des notes de production. Eh ben oui, c'est déjà Noël. Encore de la musique avec le rendez-vous de la semaine à La Baule. Consacré au cinéma et à la musique de film, ce festival est une première et a été co-créé par Christophe Baratier, le réalisateur des choristes. Vous avez vécu des émotions avec la musique de film, on va vous en faire découvrir d'autres et on va vivre ensemble, j'espère, de prochaines éditions où on pourra être, cette fois, peut-être encore plus large, faire venir de grands compositeurs internationaux. Qui sait si on va par un jour Ennio Morricone sur cette jetée. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Un orchestre en live, des comédiens qui savent danser, chanter, jouer, des costumes signés Sue Lane, la créatrice de ce du Horror Picture Show. C'est la meilleure mise en scène de la semaine et c'est celle du Bal des Vampires. Parfois la nuit, je n'ai plus le choix. Je t'attends, c'est le grand soir. Pour les vrais comme les... Bonnie Tyler sort de ce corps. Ce musical qui tourne déjà dans le monde entier est présenté pour la première fois en France. C'est l'adaptation du film burlesque de Roman Polanski, 46 ans après sa sortie en salle. Et c'est lui-même qui s'est collé à la scénographie du spectacle. Les décors évoluent, tout est fluide, beau et spectaculaire, de la belle ouvrage. Je ne crois qu'en mes connaissances, tout le reste est sans importance et je mets toutes mes compétences au service de la logique et la science. Allez, à vous maintenant. L'expo de la semaine est consacrée à William Klein, artiste new-yorkais habitant Paris, avant-gardiste et inclassable. Peintre, photographe, cinéaste, documentariste et surtout éternel bad boy avec 86 ans cette année. Aujourd'hui, c'est la petite fille du réalisateur Henri-Georges Clouzot, proche du photographe, qui nous parle de l'artiste. Il est 60 ans en avance. Il se moque de la mode où il était photographe, il se moque des habits puisqu'il met des morceaux de métal. Il se moque de la chef qui est toujours là au premier rang dans les défilés. Provocateur peut-être, mais d'abord précurseur de tout ce qui a ensuite fait le sarcasme de notre époque. Magnifique. Cinéaste engagé, celui qui a révolutionné la photo est à l'honneur dans sa ville d'adoption. Profitons-en pour revoir la filmographie de ce précurseur qui cherche encore à effacer les frontières entre cinéma, photo et peinture. Ne quittez pas, dans quelques instants, nous retrouvons le réalisateur Christopher Nolan qui a l'art de mêler l'infiniment grand à l'infiniment petit.
Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un acteur en pleine mutation, Guillaume Canet. Malgré la diversité des rôles qu'il a endossés, on a tendance à ne retenir de lui que son image de gendre idéal. Eh bien, croyez-moi, il y a un film qui va changer la donne. Dans La prochaine fois je viserai le cœur, Guillaume Canet incarne un tueur en série. Intrigant, effrayant, insondable. Alors, comment a-t-il travaillé pour trouver ce personnage? Est-ce que ce rôle a laissé des traces? Guillaume Canet a-t-il aimé et laissé sortir sa part d'ombre? Toutes ces questions, je vais aller lui poser. Le tireur fou de Pont-Saint-Maxence. Allez. Vous allez bientôt le coincer. Hein. Vous savez qui c'est? Guillaume Canet, c'est la deuxième fois que vous incarnez un personnage issu d'un fait divers. Deux faits divers assez sombres. Il y avait eu le film de Téchiné, L'homme qu'on aimait trop, et celui-ci, La prochaine fois je viserai le cœur. Il y a eu des points communs dans votre façon d'appréhender ces deux personnages ou pas du tout? Un point commun essentiel, c'est d'être proche du personnage, de toucher à la réalité. On essaie de s'accaparer le personnage et donc du coup d'avoir une empathie pour le personnage. Et tout en essayant, et dans la manière de l'interpréter, et dans ce qui va en ressortir, et dans la promotion, d'avoir aussi un certain respect aussi pour la famille des victimes, pour les familles des victimes. Mais il y a besoin d'empathie. Ah bah moi, j'ai besoin d'empathie, forcément. C'est-à-dire que pour jouer un personnage, j'ai besoin d'essayer de le comprendre et d'essayer de l'aimer. Moi, ce qui m'a fasciné dans ce personnage, c'est que ce tueur n'est pas un tueur sanguinaire, assoiffé, de sang, qui soit... c'est un type qui a peur de passer à l'acte, qui est en panique, qui est dégoûté par ce qu'il va faire. Il prévient ses victimes en disant « je vais vous faire mal ». Enfin, il a peur de passer à l'acte. Et le tueur? C'est celui qui bute les autostoppeuses. Tu soupçonnes quelqu'un? Non. Attends, qu'est-ce que tu fais? C'est ça normal. Attendez, c'est toi. Moi, s'il te plaît. Crie pas. Ne regarde pas! Et en même temps, c'est un très très bon gendarme. Et quand il est gendarme, c'est un mec sûr de lui, droit, qui enquête sur ses propres meurtres, qui veut absolument arrêter ce mec. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. J'arrive. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Je devrais? Regardez attentivement. Non, je suis désolé. Ça me dit rien du tout. Ça vous dit rien? Non. Bonjour madame, gendarmerie nationale. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Non. Non. Est-ce que vous avez aussi créé votre propre personnage? Parce que la fiction est là aussi, donc est-ce que vous avez inventé des gestes? Est-ce que... Moi, j'ai perdu du poids, je voulais qu'il soit sec, et j'ai perdu 6 kilos pour le rôle, je voulais qu'il soit très sec, je voulais que... Et j'ai pas changé grand-chose, mais il y a beaucoup de gens qui me disent qu'on me reconnaît pas vraiment physiquement, mais je me suis juste un tout petit peu décollé les oreilles parce que c'était le cas de la personne dont on s'inspire. Comment on se décolle les oreilles? Avec des petits trucs, petits taquets en plastique, voilà, qui font bien mal au crâne le soir, à la fin de la journée. Et puis, c'est plutôt dans une attitude, dans ma façon d'être, en fait. Moi, je voulais pas qu'il y ait d'expression. Mon collègue et moi, nous voulions savoir si vous aviez un signalement à nous donner de votre agresseur. Il était comment? Il était vieux? Alice, vous comprenez, on a besoin d'éléments. Je comprends pas. Alice, je vous promets qu'on va tout faire pour arrêter celui qui vous a fait ça. Il y a une ambiguïté, parce que c'est quand même un personnage très sombre. Donc je me dis que finalement, vous y avez trouvé plus de plaisir et que ça n'a pas laissé trop de traces. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un personnage qu'on doit quand même un peu trimballer avec soi. Ça doit être un peu lourd. Ouais, mais il y a eu les deux? Ouais, mais c'est une vraie expérience en tant qu'acteur. Et que moi, c'est vrai que c'est un film qui m'a habité pendant longtemps et qui... Enfin, en tout cas, un personnage qui est resté en moi pendant longtemps et qui m'a même manqué. Bizarrement, c'est un personnage qui m'a manqué. Quand le film s'est arrêté, j'étais presque triste de plus jouer ce personnage. Et pourquoi, à votre avis? Parce que parce que vous rentrez dans un personnage
et vous vivez avec ce personnage. Et c'est vrai que c'est une approche, un rapprochement qui rend la relation différente. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous propose plus des rôles comme ça, plus ambigus, pour pas dire plus terribles? C'est vous qui êtes prêt à les jouer, ou c'est que tout d'un coup le regard change? Non, c'est simplement les gens ne se rendent pas compte que je fais ça depuis le début. Les gens, ils restent sur la plage ou des rôles de petits gendres parfaits, mais depuis le début, je fais ça. Le film de Christine Carrière, je joue un camionneur qui frappe sa femme avec un fer à repasser. Le film de Zulawski, c'est loin d'être un bon gendre parfait. Le film de Jolivet, pour lequel j'étais nommé en tant que meilleur espoir, c'était il y a pratiquement 18 ans. Je faisais déjà un voyou qui n'avait rien à voir avec le Boy Next Door. Mais alors pourquoi on retient ça? Parce que peut-être à cause de votre physique qui est très juvénile. parce que les gens ont envie de mettre des étiquettes et que voilà, après moi j'y suis pour rien. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir est-ce qu'ils ont du plaisir à voir les films que je fais, où j'essaye d'être le plus attentif sur mes choix et d'essayer de faire des bons films et de pas les tromper, en tout cas, de pas tromper le public. Donc enfin voilà, après les gens, ce qu'ils pensent de moi et de ma vie, personne connaît ma vie, personne connaît, j'en parle pas. Parce que ça regarde personne, parce que c'est ma vie, et que moi je suis là pour jouer des personnages. Vous n'avez pas l'air heureuse de me voir. Vous pouvez pas rentrer, Franck. Je suis rentré. Je vous ai dit de pas venir ici, partez. Partez, je vous en prie. On dit que les acteurs, ils ont besoin de lâcher prise. Vous qui reconnaissez que vous êtes, en tant que réalisateur, un perfectionniste très minutieux et tout, le lâcher prise, c'est facile quand on redevient comédien? Ou est-ce que ça va à l'encontre de votre nature? Le lâcher prise, c'est quelque chose que j'ai appris il y a vraiment pas longtemps. J'ai décidé de faire une pause pendant 8 mois, là, et de me remettre à cheval et faire de la compétition et d'arrêter de travailler parce que ça faisait 20 ans que je faisais que ça et que j'étais épuisé. Et j'ai mis très longtemps à accepter le fait de ne pas travailler, ce qui était pour moi un cauchemar, quoi, une culpabilité. Je culpabilisais énormément à l'idée de ne pas bosser. Et puis j'ai découvert ce plaisir, finalement, il n'y a que quelques mois. Il n'y a que 2 mois à peu près que je commence à apprécier ça, mais maintenant, il faut que je me remette au travail. Il faut vraiment que je me remette au travail, là. Ce retour au cinéma se fera-t-il devant ou derrière la caméra? Guillaume Canet lui-même ne semble pas si pressé que cela de faire un choix. Cette semaine, dans le détail qui tue, nous revenons sur les 4 premières saisons de Game of Thrones en attendant la 5e. Voici quelques infos chiffrées de Derrière les Dragons calculées par des fans hardcore de la série. Les plus impatients d'entre vous ont certainement entrepris la lecture des romans de George Martin, mais savez-vous précisément combien de temps ça va vous prendre, cette petite coquetterie? Pour vous donner un point de comparaison, lire Le Seigneur des Anneaux, ça prend 26 heures. Lire la Bible, ça prend 40 heures. Lire l'intégrale de Harry Potter, ça prend 60 heures. Et lire Le Trône de Fer, eh bien ça prend 100 heures. Ça prend 4 jours, quoi. 24 heures sur 24, sans manger ni dormir. Et puisque nous sommes dans les chiffres, sachez qu'un fou a entrepris de calculer le temps d'apparition des personnages dans les 3 premières saisons. Le grand gagnant est Tyrion Lannister avec 166 minutes. Faut dire que c'est un peu le grand chouchou, talonné par Daenerys Targaryen avec 127 minutes et Jon Snow avec une petite minute de moins. La famille Stark à elle seule squatte l'écran pendant près de 9 heures, soit un tiers de la série. Do you know what they did to my brother and my mother? Sometimes it is better to answer injustice with mercy. Un autre dingo s'est amusé à recenser toutes les causes de mort, assez fréquentes il faut le dire, de la série.
Comme vous pouvez le constater, mieux vaut éviter les mariages Lannister, les dragons, les criminels, les explosions, la noyade, l'hypothermie, l'empoisonnement, les chutes, la goutte, les loups, les sangliers et même les WC. Finalement, ce dont on meurt le moins dans Game of Thrones, c'est de vieillesse. Des morts violentes, des aventures incroyables et des records, il y en aura encore plein dans la 5e saison de la série qui débarquera sur OCS en 2015. En attendant, vous pouvez réviser la saison 4 qui sort en DVD et en Blu-ray et vous plonger dans les coulisses de la série avec ces 2 ouvrages bien massifs et ultra documentés. Le premier est préfacé par les showrunners David Benioff et Daniel Weiss et le second est signé George Martin himself. Les plus courageux peuvent même dévorer le 5e tome de l'intégrale qui pèse 1 kg et fait 1200 pages. Bon courage! C'est un homme à 2 prénoms vers qui nous promenons notre curiosité aujourd'hui, Franz Olivier Gisbert pour le nom. De nombreuses personnes abrègent le tout par Fogg. 3 initiales qui dissimulent l'opacité du journaliste, de l'écrivain et du chroniqueur de la vie politique, d'abord au Nouvel Observateur, puis au Figaro et aujourd'hui dans les pages du magazine Le Point. Ce pilier du système médiatico-politico-littéraire, fasciné par le pouvoir, a-t-il su garder une place pour le cinéma et la série? On va partir de votre premier métier, celui de journaliste, et vous dites que le métier de journaliste, c'est de faire la lumière sur tout. Quelle serait la vocation du cinéma? Vous avez dit le mot, en fait, pour moi, c'est donner des émotions de toutes sortes. La peur, l'effroi, la panique même, quand les films sont bien réussis, je pense au Suspense d'Hitchcock, et puis il y a des gens aujourd'hui qui en font des extraordinaires. Et puis également les larmes aussi, bien entendu. Moi, je pleure très souvent, je pleure beaucoup au cinéma. J'ai l'impression que je pleure plus d'ailleurs au cinéma qu'aux funérailles. Oui, espèce d'émotion, d'empathie, vous voyez, de choses. Je pleure évidemment toujours un peu quand je suis malheureux, mais il y a beaucoup de metteurs en scène qui savent créer des émotions, pas beaucoup, un paquet. C'est incroyable d'ailleurs quand on commence à penser qui m'a fait pleurer. Moi, je pense surtout à Barry Lyndon, c'est-à-dire Stanley Kubrick, la scène de la mort de l'enfant. Moi, c'est un truc, je sais pas pourquoi, ça me rend fou. La scène de la mort de l'enfant, mais je sanglote, quoi. Je perds mon contrôle et je deviens une espèce de fontaine. On cherche à comprendre le cinéma, mais est-ce qu'en définitive, la fonction du cinéma, ça n'est pas de chercher à se comprendre à travers le cinéma? Et peut-être que Barry Lyndon dit quelque chose de votre histoire? Non, justement. Et moi, je pense que, d'ailleurs, le cinéma, pour moi, comme la littérature, comme les grands romans, je dis toujours, un roman, j'en écris beaucoup, c'est comme une bouteille à la mer, ce sont des messages remplis d'émotions qu'on transmet pour partager. Et je dirais, le cinéma a à peu près le même effet. Et c'est vrai qu'on peut, par exemple, pleurer comme une fontaine sur la mort d'un enfant dans Barry Lyndon, sans qu'on ait été soi-même concerné. Peut-être qu'il y a des peurs secrètes à propos de ça. Mais qu'est-ce que je vais chercher au cinéma, en fait? Je me rends bien compte. Je vais chercher comme dans un roman, d'ailleurs. C'est exactement la même démarche. Je vais chercher des émotions, quelqu'un qui me parle, qui me raconte des choses évidemment très différentes. Le cinéma, je pense que c'est pas forcément un miroir. Je suis très éclectique, hein, moi. C'est-à-dire, faut pas me dire que, par exemple, Les Bronzés, c'est nul. Moi, j'ai ri. Les derniers Bronzés, je trouve ça formidable. Voilà, bien entendu. Bon, j'ai des grands classiques de rire, que ce soit avec Francis Blanche, avec Christian Clavier, Jean Reno, etc. Enfin, tout ça, le cinéma à la française, qui fait bien rire, le bon rire français, ça commence avec Bourvil, Fernandel, ça va jusqu'à tous ceux qui en font aujourd'hui, il y en a un paquet. Moi, ça marche très bien. Bon, en même temps, le film d'auteur aussi. J'adore, vous savez, ces films turcs, c'est lent, etc. C'est le contraire. Donc moi, j'aime toutes les sortes de films, et c'est vrai que je vous dis franchement, si c'est une grosse machine hollywoodienne, par exemple, c'est très difficile de ne pas aller voir ça au cinéma. Mais alors Rossellini dit que le cinéma est un lieu de connaissance. Est-ce que vous avez appris des choses avec le cinéma, comme avec la littérature? Découvrir des pays... Alors là, oui. Non, c'est-à-dire, là, vraiment, le lieu de connaissance, bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Mais pas dans le sens, je vais apprendre sur un métier, parce qu'on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Bon, l'acteur, en général, il va travailler de très près le métier. Quand c'est des très grands acteurs, comme DiCaprio, etc., ils vont regarder comment il faut faire. Mais, bon, c'est pas ça, non. Moi, je crois qu'on apprend beaucoup sur la psychologie.
Vous n'aurez pas une connaissance de New York en voyant le film de Scorsese, les films de Scorsese. Ça va pas. Non, ça va parce que c'est pas New York de pacotille, c'est pas vrai, mais c'est un New York réinventé. Dans Les Affranchis, on est un peu dans la fantasmagorie, comme on peut l'être d'ailleurs dans un roman, mais sur la nature humaine, sur les hommes, les relations entre les humains. Bah oui, bien sûr, c'est énorme. Par exemple, un de mes films préférés, je pense que c'est un film qu'il faudrait montrer d'ailleurs. C'est le film le plus antimilitariste que je connaisse. Alors, c'est pas le jour le plus long, où il n'y a pas de sang sur la plage. C'est pas il faut sauver le soldat Ryan, où là, il y a vraiment un vrai travail de reconstitution même, historique. Il faut sauver le soldat Ryan. C'est La ligne rouge. Voilà, comment vous savez? De Terrence Malick. Pour moi, c'est un film... Parce qu'on se rapproche, je sens qu'il se passe un truc. Mais moi, c'est un film que j'ai dû voir... Là, vous allez dire, il est dingue ce mec, mais j'ai dû le voir plus de 10 fois, peut-être 15 fois. Non. C'est un film qui met toujours dans le même état, et là, on comprend la guerre. Il y a tout sur la guerre. Mais celui-là, plus particulièrement, il y a un propos très simple. C'est la guerre nous déshumanise tous, et c'est juste une grosse saloperie, même quand on a raison. La profession qui est la vôtre, c'est celle de journaliste. Et alors, parmi ces films, ceux qui parlent d'une façon assez juste ou d'une façon fantasmée de ce que pourrait être le journalisme au cinéma? J'adore Professeur Reporter, j'adore Nicholson. En plus, quand j'étais jeune, on me disait toujours que je lui ressemblais. Je sais pas, mais j'avais l'impression de me regarder. On me surnommait Jack à une époque, quand j'étais au Nouvel Observateur dans les années 70. Et c'est un bon film. Mais il n'y a pas photo avec... ça, vous avez vu quand même. Non, mais ça, c'est le métier, quoi. C'est-à-dire... Alors là, on est plus dans presque un documentaire. On voit bien, ils ont travaillé comment... Et puis, je me souviens très bien, Frost était un journaliste britannique, juste énorme. Et j'ai vu ces trucs-là, en plus. Je les ai vus, donc j'étais tout jeune à l'époque. J'étais fasciné par ce... Et c'est vrai que c'était magnifique, quoi. C'était extraordinaire. Est-ce qu'ils en ont fait dans le film, alors, puisque vous l'avez vécu? Très bien. Je suis sûr que ça marchait comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ce mélange de séduction, de saloperie en même temps du journaliste, et qui est en même temps très gentil, puis qui en même temps, quand il voit que ça saigne, il va planter un peu plus le couteau pour voir, ah là là, c'est content, allez, il va en planter encore. Et c'est vrai que c'est extraordinaire sur notre métier. Est-ce que vous avez l'impression que le cinéma va suffisamment loin à comparer avec les séries? Il y a énormément de séries qui s'emploient à raconter la politique. C'est pas ça, moi, attendez, les séries, je m'ennuie, mais vous pouvez pas savoir. Ah bon? Ah ouais. Dommage, Franz, que vous n'ayez guère plus de curiosité, car il y a dans les séries un lieu pour mettre en scène la politique d'une façon plus audacieuse que ce que vous ne pensez. J'aurais aimé vous convaincre qu'elles sont comme Barry Lyndon, La ligne rouge ou Les bronzés, la langue des émotions, celles qui vous sont si chères et que vous n'exprimez pas, laissant à jamais votre personnalité dans une ambiguïté tout assumée. À suivre, dans le Screen Parfait, une leçon de mise en scène du réalisateur britannique Stephen Daldry. Souvenez-vous, Billy Elliot, The Hours, The Reader, eh bien c'était lui. Il explore de nouveaux territoires avec son film Favelas. Mais tout de suite, rencontre avec un autre grand nom du cinéma anglo-saxon, le génial Christopher Nolan. Si c'est une œuvre, alors là c'est autre chose. Yes, sir. L'homme de la semaine, c'est Christopher Nolan que nous avons rencontré il y a quelques jours à Paris. Ce réalisateur anglais, cher à Hollywood, a pour coutume d'aborder toutes les grandes questions au fil de ses blockbusters d'auteur. La mémoire dans Memento, la magie dans Le Prestige, les rêves dans Inception et le rapport au temps pour Interstellar, son dernier bijou. Little late, Coop. Yeah, we had a flat. It's an Indian surveillance drone. Solar cells power an entire farm. What'd you do, Murph? She didn't do nothing. Murphy's Law. You're a well-educated man, Coop, and a trained pilot. And an engineer. The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food. Le pitch de ce film au casting ambitieux est simplissime et tourne autour de l'amour. Mais bon, si c'était si simple, ça se saurait, et Nolan aime bien nous faire voguer entre le très émotionnel et le très cartésien. Well, I think I'm both, and Interstellar certainly tries to address both. What we really have is we have religious thought, spiritual thought that is very much based on the mind and the human emotion and analogies of that.
assigned to a creator or what have you. And you have science, which reduces everything to simple physical laws and attempts to reduce literally everything to that. And I think there's an area where the two meet that's very interesting, has yet to be reconciled. And that tension, I thought, was very interesting. We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. Even though there's complex science behind things and there's hopefully exciting action, and the essential story is very basic. It's really about a father and his relationship with his children. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race. We'll find a way. We always have. I grew up in a golden age of blockbusters, where the work of Lucas and Spielberg, these great filmmakers, it really was about a very broad form of storytelling. And I really want Interstellar to speak to young kids as well as to parents. My goal for the audience is to feel at the end of the film like you have been a very, very long way. And I want the audience to feel exhausted, really, but in a good way. À l'instar d'un 2001 Odyssée de l'espace, le ressenti importe plus que le déchiffrage de l'histoire, alors foncez sans hésiter. Allez, ciao! Chaque semaine, dans le Screen Parfait, un réalisateur décrypte pour nous son nouveau film. Et aujourd'hui, nous rencontrons Stephen Daldry, qui a fait danser et pleurer le monde entier en 2000 avec Billy Elliot. 14 ans plus tard, c'est à nouveau avec des enfants qu'il fait son nouveau film Favelas, adapté du roman d'Andy Mulligan. Il quitte cette fois son Angleterre natale et nous emmène en Amérique du Sud, direction le Brésil. One of the reasons why we wanted to go to Brazil was that despite all the challenges that they have, there is a sense of optimism and hope and humor that they maintain throughout all of this. Né en 1960 dans le sud de l'Angleterre, c'est en tant que metteur en scène de théâtre que Stephen Daldry débute sa vie professionnelle. En 2000, à 40 ans, il émeut le monde entier avec Billy Elliot. La filmographie du cinéaste se construit ensuite dans la justesse autour de personnages courageux en quête de liberté. Les femmes inspirent Stephen Daldry qui leur offre des rôles puissants, celui de l'écrivain féministe Virginia Woolf à Nicole Kidman dans The Hours et celui d'une gardienne de camp nazie à Kate Winslet dans The Reader. Toutes deux verront leur performance couronnée d'un Oscar. Aujourd'hui, il sort Favelas, un thriller haletant sur fond de corruption dont les trois héros sont des enfants des rues. Pourquoi les petits héros le fascinent-ils autant? Okay, tell me your story. The kids are extraordinary. I mean, they come from challenging communities themselves. They're very used to situations of police violence or police brutality. My name is Raphael. I am 14. I work in the trash. The kids themselves brought an awful lot of humor in the film, the sort of sense of justice in the film, the sense of morality and the sense of hope all comes from the kids. So that wasn't really scripted, it was really working with the kids. So when it comes to difficult situations, or situations where they are being beaten up or tortured by the police, they understood those situations themselves. It wasn't something we had to explain to the kids. It was more the kids would explain to us how it works. We built the dump. We had to build our own dump just because the actual landfill sites that do exist in Rio, both legal and illegal, are very dangerous for any sustained activity. You can go visit, but if you want to spend weeks and weeks working there, chances are you'll get sick and they're full of chemical and medical waste, and also we couldn't shoot there for any length of time. The normal way of photographing that is to make it desaturated and find a way in which it sort of greys and darks. But actually, from our experience of going there,
despite however challenging the circumstances, the physical circumstances, the sense of colour is just startling. E aí, novinho, tá com fome? Tá procurando alguma coisa pra comer? Tô. É? Que é isso? Fica tranquilo, isso não é nada não. Vem cá, me ajuda aqui. Aí a polícia chegou, é melhor tu vazar. Quê? Ali. A lot of the time you're working in very densely packed communities and they have to live and work and sleep and play, so you have to be respectful about how you shoot in those situations and include the people as much as you can. There was one little trouble in that community where there was a militia fighting, not us, but they were fighting each other, so we had to stop filming for a while they finished shooting at each other, and then we could carry on filming once they finished. But that was just one instance. On the whole, it was fantastic. Stéphane Daldry nous plonge au cœur des favelas et y installe 2 têtes d'affiche, Martin Sheen et Rooney Mara, qui deviendront les protecteurs des enfants. Through all of that, why did they stick with it? Because it was right. Martin Sheen has spent a lot of time working on a dump in the Philippines, Smoky Mountain, famously. After he finished Apocalypse Now, he spent 10 years working in Smoky Mountain in different capacities to try to create facilities for the people that work there. So he came from a very personal experience, as well as being a Catholic activist. My brother. These are your brothers? Yes. You, my mother. And really, Maya similarly had spent a lot of time within a community in Kenya, trying to teach English and working how to make that community work. So they both came with their own very particular personal experiences of working in those communities. Wherever there is corruption, injustice, there are dollars. O que eu vou fazer? Procurar o dinheiro. Have you heard from the boys? Probably dead by now. Eu quero que você bote tudo aqui lá abaixo. There are different tributes in the film, although you'd be, there are conscious ones, which I don't think anyone's really spotted, but, I pay homage to some Brazilian films, shot by shot. There's a few shots I actually consciously repeat from Central Station, Walter Salles' film. I consciously repeat a couple of shots from Fernando Meirelles' films. And, a little bit of Born Identity, just as the kids are running around again, just for my own amusement. It's a fantastic mashup of different genres and different ideas and humour and drama, adventure. So it's an unusual piece of work, I think. I hope. But I hope it reflects the particular hopes and dreams and aspirations of the real kids. Ce numéro de Ciné, Série et compagnie s'achève, mais dès la semaine prochaine, d'autres héros vont faire battre votre petit cœur. Mathieu Kassovitz, les Brigitte ou encore le compositeur de musique de film Clit Mansell qui avait signé notamment la bande originale de Black Swan. Rendez-vous la semaine prochaine, salut. Fichier 6. C'est un personnage qui se regarde dans la glace. Attendez, je vais leur dire de fermer leur gueule 2 secondes. Merci. Excusez-moi, on fait une interview à côté aussi, si ça vous embête pas. Merci beaucoup. Ah non mais ça, bah dis-le, hein. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Ah voilà. Mais je préférais qu'il y aille toi-même. C'est depuis des années où tu fonces dans mon sous-titre quand même. Jamais. Non mais avec beaucoup de délicatesse. De délicatesse. Bien sûr. Enfin, disons les choses telles qu'elles sont.